Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Oui, on va faire le point sur la situation au Proche-Orient parce qu'on sait que le premier ministre Justin Trudeau hier a appelé les Canadiens qui se trouvent au Liban à revenir au Canada, je cite, tout de suite. Il a dit, les Canadiens au Liban devraient revenir au Canada tout de suite et les gens ne devraient pas aller au Liban. La responsabilité pour tous les Canadiens maintenant, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour rentrer au Canada ou au moins quitter le Liban pendant que les aéroports sont encore ouverts. Donc, ça donne vraiment le ton. On va faire le point avec Rachad Antonius, spécialiste du Proche-Orient et professeur associé à l'UQAM. Monsieur Antonius, bonjour. Bonjour, Madame Brick. Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire le point justement. Là, parlez-nous de cette urgence de la situation. Là, en quoi c'est critique au point tel que M. Justin Trudeau donc, a lancé cet appel aux Canadiens? Vous savez, il y a quelque chose d'arbitraire dans le moment où on lance ce type d'appel. C'est-à-dire que la situation est tendue depuis un bout de temps, elle commence à augmenter, la tension commence à augmenter, puis à un moment donné, le gouvernement canadien se rappelle que dans les conflits passés entre Israël et le Liban, il a dû rapatrier rapidement des citoyens canadiens qui sont aussi libanais, qui ont la double nationalité et qui vivent pendant de longues périodes au Liban. Et donc, ils ne veulent pas se retrouver dans cette même situation d'urgence à devoir faire un pont pour rapatrier plein de gens. Donc, le moment précis, ça aurait pu être il y a 2-3 jours, ça aurait pu être dans 2-3 jours, c'est que la tension monte depuis un bout de temps. Et puis, là, hier, Israël a bombardé certaines positions au sud du Liban. Et donc, c'est peut-être ça le déclencheur. Mais c'est une situation qui se poursuit depuis longtemps, puis avec des hauts et des bas. Donc, voilà. Mais quand on entend un appel comme ça, on se dit, bon, on doit avoir des informations, il doit y avoir des informations privilégiées ou des choses comme ça. Vous dites qu'à un moment donné, c'est quoi, le gouvernement prend une responsabilité puis il envoie un message tout simplement? Oui, c'est possible. Ben, écoutez, il y a une coordination sécuritaire entre Israël et le Canada, ça c'est sûr. Ce qui est d'ailleurs, en passant, honteux compte tenu de la situation actuelle. Mais le gouvernement du Canada estime peut-être, alors est-ce que c'est sur la base d'informations sécuritaires privilégiées ou bien simplement une précaution générale? J'aurais tendance à penser que c'est une précaution générale parce que le gouvernement, comme je l'ai dit, ne veut pas se retrouver dans une situation où il doit rapatrier plein de gens. Mais c'est sûr que la tension augmente depuis un petit bout de temps. Vous savez, Israël a assassiné 3 personnalités politiques importantes dans les dernières semaines, dont la personne avec qui il négociait un cessez-le-feu, puis la libération des otages. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Vous êtes en train de négocier pour que vos otages reviennent, puis vous assassinez la personne avec qui vous négociez. Donc, tout ça, ça contribue à une tension un peu difficile à gérer. Mm-hmm. Là, on a parlé évidemment des Canadiens qui se trouvent au Liban. Il y a cet appel du gouvernement canadien, mais on peut penser aussi à la situation des Libanais, là, ceux les citoyens libanais qui vivent là-bas, dans quel état ils se trouvent, dans quelle situation ils se trouvent. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des Libanais en ce moment dans ce contexte d'extrême tension? Écoutez, le Liban paye un prix très élevé à cause de la politique israélienne et depuis des décennies. Ça ne date pas d'hier. Donc les Libanais se sont un peu résignés à l'idée que de temps en temps, en fonction des aléas des tensions, le Liban risque de bombarder Israël risque de bombarder le Liban de façon plus intensive. C'est arrivé en 1982, c'est arrivé en 1996, c'est arrivé à plusieurs moments en 2006, c'est arrivé à plusieurs moments. Il y a eu des fois juste des bombardements, des fois des tentatives d'invasion. Il faut pas oublier que en Israël, il y a une partie importante, peut-être pas très importante, mais une partie de l'extrême droite israélienne qui est bien représentée au gouvernement, qui revendique l'annexion du Liban et la colonisation du Sud-Liban. L'annexion du Sud-Liban, je veux dire, pas de tout le Liban. Et donc, bien sûr, les Libanais voient ça avec un peu de frayeur, mais en même temps,
ils sont habitués depuis 30 ans. Donc, il y a une sorte de, bon, ben, c'est comme ça, alors on va vivre, on va continuer notre vie quotidienne. Et puis, ils ont démontré une résilience assez incroyable, les Libanais, pour continuer à vivre la vie quotidienne en dépit de ces tensions-là. Et vous savez, c'est dans tous les peuples où il y a une guerre à long terme, c'est un peu pareil. Il y a une attitude un peu similaire en Israël, avec une différence majeure. C'est que dans ce cas, c'est toujours Israël qui prend l'initiative de bombarder. Et puis, bon, oui, il y a ça, et je veux qu'on élargisse quand même avec la situation avec l'Iran. Quand je disais qu'on vit ces moments d'extrême tension, il y a une guerre, évidemment, qui est là-bas depuis, en fait, après le 7 octobre, bien sûr, on voit la situation qui est toujours, même qui a dégénéré au fil des mois. C'est extrêmement tendu. Ça a des répercussions jusque dans la politique américaine, dans la campagne électorale, ça s'invite. On le voit dans les rues de Montréal avec les différentes manifestations. Donc, tout le monde surveille ce qui se passe. Et maintenant, bon, il y a évidemment avec la situation avec l'Iran qui a décidé de maintenir ses menaces de riposte contre Israël. Je rappelle que il y a eu, ce sont des représailles, en fait, qui ont été annoncées en raison des représailles à l'assassinat du chef du Hamas sur son sol. Vous l'avez mentionné, là, il y a eu un assassinat en Iran. Et il y a la Maison-Blanche qui a dit, ça c'était hier, qu'elle prévoyait encore une attaque conséquente de la part de l'Iran contre Israël. Parle de cette attaque possible, de cette riposte possible cette semaine. Quand vous regardez la situation, là, ça vous en fait quelle analyse? Alors, première chose, ces tensions-là ne se comprennent pas à court terme. Il faut vraiment les voir à long terme. À long terme, ça veut dire que la guerre n'a pas commencé le 7 octobre. Mais non, évidemment. La guerre pour Gaza, écoutez, Gaza est occupée depuis 1967. Ça veut dire que ça fait 50 ans. Mais ça veut dire qu'on refera pas l'histoire, mais mon point, c'est de revenir sur cette idée de riposte de l'Iran aujourd'hui en raison... c'est ça. Donc là, on est rendu... Oui, non, mais je veux juste se rappeler que c'est une guerre à long terme et que dans cette guerre à long terme, il y a eu une habitude, je dirais, des Israéliens d'assassiner des Iraniens, des fois du personnel politique, des fois du personnel scientifique, parce que Israël ne veut pas que l'Iran développe son programme scientifique qui pourrait l'aider à développer des armes nucléaires. Donc, on assassine des scientifiques, on assassine du personnel politique, et ainsi de suite. Donc, l'Iran est un peu forcé de réagir à cette situation. Alors, va-t-elle réagir fortement maintenant? Vous savez, l'Iran, comme le Hezbollah d'ailleurs, pense à beaucoup plus long terme. Ils sont très conscients qu'ils n'ont pas, que le rapport de pouvoir n'est pas en leur faveur maintenant. Donc, d'une part, ils se sentent obligés de dire, hey, on va pas se faire bousculer, donc on fait une riposte symbolique, mais en même temps, on ne veut pas l'élargir à une guerre totale. Israël aussi n'est pas prêt à l'élargir à une guerre totale. Mais la stratégie de l'Iran, qui est proche de celle du Hezbollah et un peu de Hamas, c'est de maintenir une pression constante qui va finir par coûter cher à Israël. Ils n'ont pas les armes, la capacité, l'appui politique américain pour faire une guerre tous azimuts, mais ils peuvent comme affaiblir à long terme. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a des vols commerciaux qui sont annulés, et les investissements en Israël diminuent, les soldats qui sont souvent des soldats, des réservistes, qui sont tirés de leur job civil et amenés à l'armée, ils commencent à être épuisés, ça épuise un peu l'économie israélienne, qui se fait renflouer par des fonds américains gouvernementaux ou privés. Et donc, c'est tout ça les enjeux, vous voyez. Donc, c'est vraiment à long terme qu'il faut voir ça. Et je crois que pour le moment, l'enjeu pour l'Iran, c'est d'avoir une petite riposte qui va dire, hey, on va pas se faire bousculer, mais en même temps, on n'est pas prêt à faire une guerre totale. Mm-hmm. Et peut-être en terminant la situation, justement, cette situation internationale qui est assez explosive, en quoi ça peut mettre de la pression sur nos dirigeants ici, en l'occurrence sur le gouvernement de M. Trudeau? Écoutez, la pression elle existe depuis très longtemps. Là, la pression est un peu plus grande par certains moments, mais le gouvernement Trudeau est engagé bec et ongle à appuyer l'occupation israélienne. Alors, sur papier, on considère les colonies illégales, on considère l'occupation illégale, on voudrait bien que l'occupation se termine, mais en même temps,
on appuie Israël politiquement, on l'appuie à l'ONU avec les résolutions. Donc, il y a un double discours et on a des ententes de coopération alors qu'il y a en ce moment à Gaza la crise humanitaire la pire des dernières décennies qui a été fabriquée par une volonté humaine. C'est pas une crise humanitaire causée par le climat ou par des inondations. C'est une crise humanitaire majeure, la pire des dernières décennies, causée par une volonté de détruire. Alors c'est ça qui est en jeu et qui fait que le gouvernement, sa position est un peu contradictoire. Rachad Antonius, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir.